L'art de peindre de Jacques-Philippe Bréant. Deuxième chant. Fille aimable du feu qui n'a point de tempère, le fougueux naturel, le brûlant caractère, toi qui reçus du ciel l'attribut glorieux d'éclairer l'univers, de le produire aux yeux. Lumière, être divin, dont l'essence admirable à nos faibles esprits paraît impénétrable, s'il ne faut qu'un moment à ton activité pour traverser les airs dans leur immensité. Viens, vole à mon secours, que ton éclat me guide, je chante les effets de ton brillant fluide, je chante les couleurs qu'il imprime aux objets, fais-moi sur la nature observer tes effets. Les visibles accords, la muette harmonie que produit ta splendeur aux couleurs réunies, ce choc qui rend leur ton en les réfléchissant, écho qui les répète en les adoucissant. Et ces ombres enfin que laisse ton absence, dont le reflet encore éclaircit la nuance. Montre-moi par quel art l'homme peut imiter ces effets passagers qu'il voudrait arrêter. Daigne m'en découvrir les préceptes austères, tu dois d'un si bel art connaître les mystères. Toi qui de tes rayons assemblés en pinceau, dans le miroir de l'œil peins d'immenses tableaux, qui d'un vaste horizon, d'un profond paysage, dans un champ si borné sait renfermer l'image, où chacun des objets conserve sa grandeur, sa distance, son plan, sa forme et sa couleur. Tableau qui de mes yeux a passé dans mon âme, et toi, seconde aussi le désir qui m'enflamme. Muse, à qui des préaux dus ces aimables sons, dont le charme embellit les plus sèches leçons, toi-même au jeune élève aplanis la carrière et répands jusqu'au but les fleurs et la lumière. Par de riants objets attire ses regards, que le plaisir l'entraîne au temple des beaux-arts. Raconte-lui d'abord quelle heureuse aventure, quel mortel ou quel dieu fit naître la peinture. Tipudatis, un jour ou plutôt une nuit, seul avec Polémon dans son humble réduit, recevait les adieux de cet amant fidèle qui pour 8 jours entiers allait s'éloigner d'elle. L'art de la propreté qui plaît tant à l'amour avait seul embelli ce modeste séjour. L'albâtre de ses murs y sert de réverbère à la douce lueur de l'huile qui l'éclaire. Dans leur simplicité, ces lieux, ces deux amants, en des temps plus heureux auraient paru charmants. Mais tous deux ont le cœur flétri par les larmes, leurs tristes yeux pleins d'amour et de larmes. Dans ces affreux moments ne sauraient s'occuper que des objets chéris qui vont leur échapper. Et quoi, pendant 8 jours, disait la tendre amante, je languirai sans voir cette tête charmante. Ô mon cher Polémon, n'est-il point de secret qui puisse à mes yeux en conserver les traits? Hélas, il n'en est point, ce n'est que dans mon âme que vont rester empreints ces objets de ma flamme. Pour te voir, il faudra descendre dans mon cœur. Ah, que j'irai souvent y chercher mon vainqueur. Mais que vois-je? C'est toi, c'est Polémon lui-même, et la blancheur du mur réfléchit ce que j'aime. Je pourrais voir au moins l'ombre de mon amant. Loin de lui, c'est beaucoup, d'un trait noir à l'instant. Marquant tous les contours de ce portrait volage, elle attache à la pierre une si chère image. Peintre, ce fut ainsi que votre art vit le jour, heureux fruit du hasard que sut cueillir l'amour. Tous les arts ont rampé dans une longue enfance, la peinture en ces temps voisin de sa naissance. De craie ou de charbon barbouillant ses portraits n'ont formé qu'en tremblant les contours imparfaits.
L'usage avec le temps rendit sa main plus sûre, l'art suivit de plus près les pas de la nature. Au centre de la terre, il chercha des couleurs, il en tira du suc des plantes et des fleurs, enrichit la palette aux dépenses des deux mondes, et fit contribuer jusqu'aux dieux des ondes. Le pinceau qu'il trouva but le sang du dragon, Tyr lui vendit sa pourpre et l'Inde son limon. Ces nouveaux éléments augmentés d'âge en âge, épurés avec soin, plus connus par l'usage, en tout lieu répandus aux peintres de nos jours, au-delà de leurs vœux présentent des secours. Vous, que le ciel fit naître au sein de l'abondance, de cet ample héritage usez avec prudence, dès que l'œil sans erreur mesurant les objets en rapporte à l'esprit la mesure et les traits. Dès que de votre main la souplesse exercée, suivant exactement l'ordre de la pensée, d'un crayon ferme et sûr exprime le contour et la rondeur des corps et les effets du jour. Armez-la du pinceau qu'un fréquent exercice dans l'emploi des couleurs au plus tôt l'affermisse. Du travail assidu naît la facilité, qui produit à son tour la grâce et la beauté. Prenez donc les pinceaux et chargez la palette, le trait sans coloris est un simple squelette. Hâtez-vous d'ajouter à ce corps imparfait la couleur naturelle et propre à chaque objet. Examinez-la bien et sûr de sa nuance, cherchez dans vos couleurs sa juste ressemblance. Vous ne l'y trouvez pas? Tous vos sucs primitifs sont trop bruns ou trop clairs, trop faibles ou trop vifs? Corrigez l'un par l'autre, incorporez ensemble, ils donneront enfin le ton qui lui ressemble. Vous avez dans vos mains les éléments féconds qui doivent des couleurs enfanter tous les tons. Il est aisé d'en faire un mélange agréable, mais ce n'est pas assez, il faut qu'il soit durable. C'est le point difficile et pour y parvenir, il faut les bien connaître avant de les unir. Les uns faits l'un pour l'autre, amis par leur essence, si vous les mariez, ne donneront naissance qu'à des tons dont l'éclat sait résister au temps, d'autres ennemis nés dans leur haine constant. Dès qu'ils sont réunis, l'un l'autre se détruisent et rongent à l'envi les teintes qu'ils produisent. Le concert des esprits, le rapport des humeurs, de l'hymen parmi nous conserve ainsi les fleurs. Mais sans ce doux accord d'humeur et de pensée, ces délicates fleurs sont bientôt effacées. Le dernier des Coipel, ingénieux auteur, dessinateur exact, galant ordonnateur, fit admirer d'abord ces teintes harmoniques, mais pour avoir mêlé des hux antipathiques, moi-même je l'ai vu dans un plus heureux temps repeindre des tableaux qui n'avaient pas 20 ans. Une autre antipathie, au moins aussi gênante, règne entre des couleurs d'espèces dissonantes. Trop près du vermillon, le bleu déplaît aux yeux, l'art n'en peut composer d'accords harmonieux. Mais en les séparant par des tons plus dociles, à l'effet général, on peut les rendre utiles. Leur éclat fait saillir des objets importants, ainsi parmi les sons des plus doux instruments. Le timbre aigu du cuivre aide à la symphonie, et ses tons dominants augmentent l'harmonie. L'art met tout à profit, et les difficultés deviennent dans ses mains des sources de beauté. Pour n'en jamais former d'unions adultères, connaissez vos couleurs, sondez leur caractère. Cet art n'a point encore de principe bien sûr. Des dalles embarrassées de sombres détours obscurs,
La seule expérience y peut servir de guide. Son fil doit assurer votre marche timide. Mais de sa main rebelle il faudra l'arracher, d'abord à pas tremblants essayer de marcher dans les sentiers suivis par les fameux artistes, épuyer les secrets des plus grands coloristes. Giorgian, Bassan, Pordonnan l'ancien, Rembrandt, Palme, Van Dyck, Rubens et Titien, dans leurs savants tableaux ont gravé leurs principes, examinez à fond ces brillants prototypes. Copiez-les 100 fois à force de chercher, vous découvrirez l'art qu'ils surent y cacher. Et sans entrer ici dans un détail frivole, souffrez qu'on vous renvoie à leur divine école. L'oreille a sur l'esprit moins de droit que les yeux, et l'exemple en a plus qu'un volume ennuyeux. Avec des yeux perçants, un jugement solide, l'exemple vous suffit, soyez-en donc avide. Il vous instruira mieux que Marcy Dufresnoy, de Pile, Félibien ou Vatelet ou moi. Un tableau de Rubens, 100 fois plus énergique, vous apprendra bientôt quel accord harmonique. On doit tirer des jours, des ombres, des couleurs, qu'il faut pour le contraste augmenter leur valeur, et des tons contrastés sauver les dissonances par d'aimables effets et de tendres nuances. Ce palais, élevé par une Médicis, décoré par la main du moderne Tsuxi, monument éternel de noble architecture, ornement de Paris, trésor de la peinture. Le Luxembourg vous offre un temple spacieux, ouvert en tous les temps aux peintres studieux. C'est là que vous pouvez, témoin de ces miracles, du Dieu du coloris, consulter les oracles. Pour peu que vous soyez digne d'ouïr sa voix, lui-même de son art vous dictera les lois. Vous apprendrez de lui qu'il faut que la peinture exagère l'éclat dont brille la nature, et relève son teint par un phare séducteur qui force à s'arrêter le plus froid spectateur. Ce phare, dans l'objet peint que la distance altère, de l'objet naturel soutient le caractère. De l'air interposé perce l'opacité, et l'imposture alors sert à la vérité. Il vous fera comprendre avec quelle industrie doit toujours opérer la main qui colorie. Comment la promptitude à poser la couleur sans en flétrir l'éclat lui conserve sa fleur. Vous verrez trop ailleurs, comme une main pesante ternit par le travail les teintes qu'il tourmente. Avec quel autre guide, aussi sage, aussi sûr, pourriez-vous pénétrer dans l'art du clair-obscur? Ce flambeau qu'on vous offre ici pour vous conduire, astre de la peinture, en éclaire l'empire. Titien, moins brillant, moins vif dans le lointain, y répond de plus près un jour aussi serein. L'ombre insensiblement à sa lumière unie forme avec ses couleurs la plus belle harmonie. La grappe de raisin, modèle d'unité, lui fit du clair-obscur voir la nécessité. Il ne vit dans ces grains liés par la lumière qu'une masse que l'œil embrassait tout entière, et conçut que son art, par le même secret, devait de 1000 objets ne former qu'un objet. Il s'en fit un principe, et depuis la peinture adopta cette loi surprise à la nature. Comme un soleil unique éclaire l'univers, de même en un tableau de 100 objets divers, un seul jour doit régner sur la machine entière.
Il faut donc supposer un centre à la lumière. D'où ces rayons directs, plus ou moins écartés, sont par différents corps dans leur course arrêtée, et dont la lueur tombe ou plus faible ou plus forte dans la proportion du rayon qui la porte. Près du foyer, l'objet vivement éclairé reçoit, plus il s'éloigne, un jour plus tempéré, réfléchi plus ou moins en raison des substances, des formes, des couleurs, des plans et des distances. Quand du front d'une roche ou d'un temple élevé, une colonne d'eau tombe sur le pavé, sa base se brisant par le choc qu'elle essuie, sur tous les environs l'eau rejaillit en pluie. C'est ainsi que l'éclair des rayons lumineux rejaillit d'un objet à plomb frappé par eux. Tout ressent alentour cette incidence oblique, la couleur de l'objet au jour se communique. Le jour au corps voisin en rend l'impression, et ce double reflet met tout en union. Le reflet suit toujours l'ordre de la nature, elle en règle la marche, en fixe la mesure. Avec le plan qu'il frappe en face ou de côté, le jour décrit un angle ouvert ou contracté, et se réfléchissant à la même distance, forme un autre angle égal à l'angle d'incidence. Cette règle est constante, et pour la concevoir, présentez-vous d'abord vis-à-vis d'un miroir. Vous comprenez déjà que la glace fidèle réfléchit le portrait à plomb sur son modèle, et que de part et d'autre, il reste entre vous deux angles opposés qui sont égaux entre eux. Lorsqu'un sujet remplit une vaste étendue, ménagez-y toujours des repos à la vue. L'œil, pour se délasser, doit trouver tour à tour le jour auprès de l'ombre et l'ombre auprès du jour. Groupez donc l'un et l'autre, ainsi que vos figures, que des masses d'éclairs et des masses obscures. De côtés différents s'étendent par degrés, liés encore entre eux ces groupes séparés. Qu'un tendre crépuscule entre le jour et l'ombre fasse insensiblement passer du clair au sombre. Ainsi que tous les sens, les yeux sont révoltés du contraste subi de deux extrémités. D'un grand bruit au réveil, l'oreille est offensée, le feu le moins ardent brûle une main glacée. L'organe de la vue, encore plus délicat, du jour après la nuit, ne peut souffrir l'éclat. L'art réduit sagement les plus amples matières à trois groupes d'objets, d'ombres et de lumière. Il en fait une loi de peur d'embarrasser le regard trop borné qui veut tout embrasser. De ces groupes divers, la forme est arbitraire, l'un peut être carré, l'autre triangulaire. Il n'importe, pourvu que leur variété imite la nature et n'ait rien d'affecté. De leur position, le choix n'est pas si libre qu'aux ailes du tableau, dans un juste équilibre, les moins brillants des trois étendues en croissant abandonnent le centre au plus intéressant. Que ce centre animé de couleurs pétillantes étincelle surtout de lumière brillante, et fixe les regards qu'il va d'abord frapper au fort de l'action qu'il doit occuper. C'est là qu'il faut que votre art se surpasse, que le dessin n'étale et la force et la grâce, que le pinceau soit fier ou léger ou moelleux, que tout soit vraisemblable, ensemble et merveilleux. Ainsi, l'architecture ordonne un édifice,
ses plus beaux ornements sont pour le frontispice. Plus ses habiles mains ont su le décorer, plus la vie de passant brûle d'y pénétrer. Pour aller à l'esprit, il faut plaire à la vue, elle est même du cœur la plus sûre avenue. Du cœur et de l'esprit, car désintéressés, les sens ont la clé, gagnez-les, vous passez. Mais rien sans leur aveu ne s'y peut introduire. Offrez-leur un tribut qui puisse les séduire. Cachez pourtant la peine et les efforts de l'art, que tout ce qu'il produit semble né du hasard, que votre main paraît savoir à l'aventure jeter cet objet clair dans cette masse obscure. Et ce corps rembruni dans ce jour spacieux, quoiqu'ils y soient placés pour le repos des yeux, que le hasard paraisse amener ce nuage qui voile un trop grand jour de son ombre volage, et porter sans dessein la lueur d'un flambeau sur cet objet caché dans la nuit du tableau. Plus vous nous déguisez ces heureux artifices, plus à les découvrir nous goûtons de délices. Du jour et des couleurs variez les accords, rendez-les à propos sourds ou clairs, doux ou forts. Illuminez les cieux, comblez les enfers d'ombre, le jour plaît aux vertus, au crime la nuit sombre. La jeunesse au milieu des clartés et des ris veut briller de l'éclat du plus vif coloris, tandis que la vieillesse évitant la lumière tend de voiles obscurs le fond de sa carrière. C'est au jour reproduit par mille et mille feux qu'on doit solenniser les fêtes et les jeux. Il suffit au tombeau que des lampes funèbres en éclairent l'horreur sans dompter les ténèbres. La nature féconde en variations change 4 fois l'an ses décorations. Sur la scène au printemps domine la verdure des murs de nos jardins, la fertile tenture. Les tapis frais des champs, des prés et des coteaux, les lambris des bosquets, les plafonds des berceaux. Tout est vert et les fleurs sur ce fond dispersées dans la même couleur sont encore enchâssées. Dans le miroir des eaux où se peint l'univers, on ne voit au printemps que des camaïeux verts. Les rayons argentés d'une lumière pure que la réflexion marie à la verdure en font des accords si doux, si gracieux, qu'ils font passer au cœur l'enchantement des yeux. La campagne en ces temps où tout s'y renouvelle est de riants tableaux la source et le modèle. Lorsque l'été brûlant les gazons et les fleurs de vertunes et de fleurs altèrent les couleurs, tout l'univers en change et prend d'autres livrées, le vert est remplacé par les moissons dorées. Des vergers et des bois, l'ombrage est plus obscur, le jour a plus d'éclat, le ciel a plus d'azur. De ces tons vigoureux, ni l'art ni le génie ne sauraient égaler la céleste harmonie. Le peintre la respecte et quitte les pinceaux, mais un nuage épais derrière ses coteaux monte sur l'horizon, s'étend sur l'atmosphère, lui cache cet azur, ce beau jour qu'il révère. De moment en moment, de rapides éclairs, en serpents enflammés s'échappent dans les airs. La foudre gronde, éclate et brise le nuage, à d'horribles torrents elle ouvre le passage. Elle tombe avec eux, la terre en a tremblé, les cieux ont retenti, l'océan s'est troublé. Les feux, les vents, la nuit
le ciel, la terre et l'onde, tout annonce aux humains la ruine du monde. Vernet, sur un écueil où l'assiège la mort, sourit à ce chaos, l'admire avec transport, et trace avidement d'une main ferme et sûre ce spectacle d'horreur dont frémit la nature. L'intérêt de son art, de son nom glorieux, ferme à tant de périls et son âme et ses yeux. Tant ces flèches de feu qui volent sur sa tête, tant ces abîmes couvrent à ses pieds la tempête. Il ne voit que beauté, qu'harmonieux effet, la nature en tumulte a pour lui plus d'attrait. C'est une belle en proie aux plus vives alarmes, son désordre découvre et fait valoir ses charmes. À ces temps orageux succède un temps plus doux. Il ressemble au printemps, fleur que son époux ranime de son souffle et du vent de ses ailes repeuple nos jardins de 1000 fleurs nouvelles. S'il envoie de rubis nos rosiers moins couverts, la pourpre que Bacchus mêle à ses pampres verts. L'ombre et le vermillon dont s'embellit Pomone, des roses du printemps dédommagent l'automne. Cette aimable saison jouit des plus longs jours. Si la jalouse nuit entreprend sur leur cours, le miroir du soleil en répare l'absence des lieux qu'il ne voit plus, nous rend la jouissance. Et ce reflet si doux, unissant les couleurs, en forme pour les yeux des accords enchanteurs. Le soir, assez souvent, des vapeurs enflammées représentent aux cieux le feu de deux armées. La flamme à flots pressés roule au milieu des airs et de nouveaux accords naissent de ces éclairs. Ce brillant phénomène, autrefois si terrible, n'est plus que de l'hiver le présage infaillible. L'astre du jour pâlit, ses rayons sans chaleur à tout notre hémisphère imprime sa pâleur. Des froids en fond du nord, la laine flétrissante enlève de nos bois la feuille jaunissante. L'aurore à son réveil couvre de réseaux blancs la nudité des prés, des forêts et des champs. De ces jolis tissus j'admire la finesse, mais ils frappent mes yeux d'un éclat qui les blesse. Leur uniformité, rebelle à vos efforts, ne saurait à votre art fournir aucuns accords. Pour nous peindre l'hiver qui vient de nous surprendre, il est heureux moment que vous devez attendre. Le soleil quelquefois vient tirer le rideau qu'une vapeur grossière oppose à son flambeau, et ses traits pénétrant l'air qu'un vent doux et pur, déchirant le linceul qui couvrait la nature. Son sein à demi nu laisse ouverte à vos yeux la source des accords les plus harmonieux, tandis que du sapin pliant les branches molles, les frimas vers son pied pendent en girandoles. Son front pyramidal à moitié découvert forme au haut de sa tige un lustre blanc et vert. Le dos noir des sillons que la neige partage d'un demi-deuil alors vous présente l'image. Et l'enduit de nos toits par le soleil fondu en larmes de cristal y reste suspendu. Ainsi, par les hivers, la nature ternie contraste encore ses tons et prête à l'harmonie.